Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons depuis l'Institut français de Berlin en direct pour rêver un autre monde où le care, la notion de soin est au cœur de l'économie. Comment injecter plus d'empathie, d'attention à l'autre dans les rouages de notre système? Eh bien, pour répondre à cette question, nous sommes avec 3 femmes qui changent le tissu local. Ce sont comme les femmes du film de Marie-Monique Robin, 3 actrices de la société civile et économique qui donnent de l'espoir. Merci à toutes les 3 d'être avec nous ce soir. Alors avec vous, Fatima Wassak, cofondatrice du Front de Mer, on va parler de la puissance des mers, des rêves que l'on peut faire quand on invoque la puissance du dragon dans les quartiers populaires. Avec vous, Heike Birkholzer de Social Economy Berlin, vous êtes spécialiste des économies sociales et solidaires. On va présenter le modèle d'entreprises citoyennes qui réussissent, qui prennent soin des enfants, qui prennent soin de femmes en difficulté sociale et économique et qui sortent des logiques du tout industriel. Et puis avec vous, Ella Kagel de Supermarkt Berlin, on va parler des économies féministes, des nouvelles façons de s'associer, d'échanger via les plateformes coopératives et les monnaies alternatives. Bonsoir à toutes les 3. Et j'invite également les personnes qui nous suivent à poser leurs questions pour nos invités dans les commentaires sous la vidéo, puisque Camille et Cécile sont là pour me les transmettre en direct. Alors on pourrait commencer avec vous, Ella Kagel. Vous avez cofondé la structure Supermarkt Berlin. C'est un hub indépendant consacré à la culture numérique et à l'économie collaborative. Et vous êtes à l'intersection entre société, technologie et économie. Et vous avez aussi mené l'événement Money Lab Berlin cette année pour imaginer une nouvelle économie qui puisse faire face à la crise écologique, à la crise sanitaire et économique. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce qu'on appelle économie féministe, d'où vient ce mouvement et quelle est l'importance de ce mouvement pour rêver un autre monde? Oui, très volontiers. Merci beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis d'être avec vous ce soir. Pour moi, il est important, quand on parle d'économie féministe, qu'on parle de quelque chose qui ne concerne pas seulement les femmes. Cela concerne tout le monde. Cela concerne la façon dont nous voyons le monde. L'économie féministe, c'est quelque chose qui doit intégrer et qui doit faire en sorte qu'on ne se concentre pas seulement sur le profit et l'exploitation des sols. Il s'agit en fait de savoir que nous, les êtres humains, les animaux et la nature, nous pouvons coopérer ensemble. Et comment construire une économie qui n'est pas aux dépens de quelqu'un, mais dont tout le monde peut profiter? C'est vraiment la grande question que je me pose. Et certains pensent que l'économie féminine et féministe ne parle que des femmes. Non, au contraire. Elle a un rapport avec tout ce qui donne vie à notre vie. Et l'économie ne doit pas seulement se baser sur les chiffres. L'économie doit aussi se baser sur des choses telles que le travail dans le domaine du care, des soins. C'est le travail que nous faisons pour les gens qui nous sont proches, qu'il s'agisse de la famille, d'amis ou de personnes qui ont justement besoin de notre aide pour une raison ou pour une autre. C'est parfois du travail gratuit, pro bono, qui est autre chose que du travail de soins, car il s'agit de soutenir des initiatives et de les aider à se développer. Et on peut donc soi-même décider dans quel domaine on veut s'engager. Et l'économie féministe, on la reconnaît au fait que notre vie, c'est plus que de simplement être utile à l'économie de marché et qu'en fait l'économie de marché devrait être plus que l'objectif, la poursuite de l'objectif d'avoir davantage de profit. Et la question, c'est vraiment de savoir comment pouvons-nous, et pas seulement nous les êtres humains, mais nous dans l'ensemble de l'écosystème, pouvons-nous coopérer, vivre ensemble pour que tout le monde vive heureux finalement.
Tout à fait. Fatima Wassak, un des points intéressants que l'on a vu dans le film, c'est que les mouvements sociaux fondés, menés par des femmes, ont justement la force, ont la puissance de remettre en cause l'ordre économique existant. Et c'est aussi votre expérience. Vous êtes politologue, vous avez cofondé le mouvement Front de mer depuis Bagnolet. C'est un collectif de femmes et de parents qui s'engagent pour l'écologie dans les quartiers populaires, notamment pour que les enfants puissent avoir accès, par exemple, à des repas végétariens de qualité. Quel était, vous, votre rêve, votre vision de départ au front de mer? Eh ben, notre rêve au front de mer, alors le mien en particulier, c'était justement d'avoir la possibilité, la légitimité de rêver. Moi qui appartiens à une population en France, qui vit donc à la périphérie des grandes métropoles, où nos rêves sont réduits, sont entravés, et comme je le dis souvent, du ventre de nos mères jusqu'à la tombe. Voilà, c'est-à-dire que depuis notre naissance, en fait, on nous dit à quel point on ne va pas réussir, on ne peut pas accéder à tel métier, on ne peut pas devenir médecin, etc. Que finalement, voilà, on est voué à devenir ouvrier, à devenir éboueur, femme de chambre, etc., etc. Donc, mon rêve de départ en tant que parent, c'est comment justement je réélargis le champ des possibles de mes enfants, de mes 2 enfants. Et effectivement, alors ça a commencé sur cette question très précise de l'alimentation à la cantine. Et donc c'est comment, en fait, très concrètement, très quotidiennement, ma fille peut avoir accès à un repas équilibré à midi, alors qu'elle n'avait pas accès justement. Et donc c'est vraiment un rêve qui, oui, on doit prendre en considération le contexte discriminatoire, injuste, inégalitaire. C'est pas un rêve comme ça qui tombe du ciel, en fait. C'est vraiment comment, en fait, parce qu'on est confronté à ce système inégalitaire, encore une fois, qui réduit le champ des possibles des enfants, notamment de classe ouvrière, notamment descendants de l'immigration postcoloniale. C'est comment, en fait, voilà, on travaille ensemble, collectivement. Alors, vous disiez, ce sont des parents et des femmes qui se sont retrouvés autour d'un projet. En réalité, au départ, ce sont simplement des parents qui s'intéressent à la question de l'alternative végétarienne à la cantine. Il ne s'agissait pas de dire venez les femmes, on se retrouve autour de la table. En fait, ça, c'est arrivé après. En réalité, on a un peu triché, on était un peu devant le fait accompli, c'est qu'on était contre femmes. Donc parce qu'on était en contre femmes, on s'est dit bon, on va en faire quelque chose de féministe, quoi. Mais c'est pas, au départ, c'était pas venez les femmes ou venez les féministes, quoi. C'était venez les parents. Mais effectivement, voilà, il se trouve que, et c'est comme ça, ce sont les femmes qui s'occupent pour l'essentiel de l'éducation des enfants, de la transmission des enfants. Bon, il y a des raisons sociologiques, politiques, c'est une construction sociale, mais en tout cas, voilà, on est parti de ce fait-là. Et c'est ensemble qu'on a commencé à rêver. C'est-à-dire que moi, ça, je peux témoigner qu'à partir du moment où j'étais toute seule, confrontée à ce système inégalitaire, injuste, qu'on peut qualifier de système d'oppression, d'exploitation, raciste, patriarcal et capitaliste, toute seule, je ne rêvais pas du tout. Je veux dire, au contraire, j'étais très isolée, très déprimée, voilà, sans perspective, voilà, c'est très difficile. Et c'est à partir du moment, et ça c'est important pour moi de le dire, c'est à partir du moment où je suis allée justement voir d'autres personnes, bon, d'autres femmes, et à partir du moment où on a été solidaires, qu'on a commencé là à rêver. Et franchement, aujourd'hui, on se dit que voilà, on a été ambitieuse assez vite en fait, pour se dire pourquoi pas s'occuper de nos enfants. Avoir la légitimité de s'occuper de nos enfants, ça paraît comme ça complètement extraordinaire, mais il se trouve qu'il y a une catégorie de population en France qui n'est pas légitime à éduquer ses enfants, qui n'est pas légitime à transmettre, etc. Donc voilà, on s'est dit oui, nous aussi, on a cette légitimité, on veut s'occuper de nos enfants, on veut les voir grandir heureux, ambitieux, curieux. On veut pouvoir avoir des lieux où justement avoir notre petit lieu à nous de mère. Bon, ça, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais on a gagné et on l'a, donc nos rêves se sont réalisés. Mais c'est vraiment ça, c'est le collectif, en fait. C'est parce qu'il y a eu du collectif, parce qu'il y a eu de la solidarité, c'est pour ça qu'on a eu cette possibilité encore une fois, d'être ambitieuse et de prendre de la place et de voir que, voilà, on pouvait gagner. Et est-ce que vous voyez que justement une structure, un collectif comme le Front de mer, qui est juridiquement plutôt un syndicat, en fait, peut justement avoir une influence sur le système, sur toute l'économie? Voilà, alors il y a 2 choses. Déjà, effectivement,
nous sommes dans une difficulté à penser ce qui pourrait être de l'ordre de l'alternative au système, parce que, voilà, moi je vis à Bagnolet, c'est en Seine-Saint-Denis, donc c'est dans la région parisienne, et nous on est en plein cœur du système d'oppression et d'exploitation. On vit dans des tours, dans des HLM, dans des immeubles de 18 étages. Voilà, on n'a pas cette possibilité de faire un pas de côté et de se dire comment on va réfléchir à un autre système économique, etc. On occupe pour l'essentiel des emplois subalternes, dans les secteurs d'activité les plus pénibles, les moins bien payés, etc., etc. Donc on est en réalité dans le système. Donc c'est comment on se dépatouille, en fait, on se débrouille dans ce système. Et alors quand vous disiez que le Front de mer était un syndicat, pas exactement, mais c'est dire toute notre ambition, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, dès notre naissance, on a décidé que nous étions un syndicat. Voilà, on s'est dit, on ne va pas être juste une petite association, loi 1901, ou petit collectif de quartier. Non, nous, on veut être comme la CGT. Voilà, la CGT, c'est le plus gros syndicat en France, historique, qui existe depuis des millénaires. Et on s'est dit, voilà, ce n'est pas parce que nous sommes des mamans, donc avec toutes les représentations stigmatisantes autour de l'aliénation des femmes qu'on connaît autour de la maternité. Ce n'est pas parce que nous sommes des mamans qu'on va se contenter de petites choses comme ça, douces, jolies, toutes roses. Non, nous sommes un syndicat de parents. Les parents ont légitimité, encore une fois, à s'occuper de leurs enfants, à éduquer, etc. Et donc, en réalité, l'une des ambitions du Front de mer, c'est justement de voir reconnaître par les pouvoirs publics, par les institutions, ce statut syndical que pourraient avoir les parents. Et donc, ça fait partie de nos objectifs qu'on va atteindre un jour, j'espère. Alors, vous êtes super positive, mais ça n'a pas été facile tous les jours ni toutes les années, parce que ça a mis du temps aussi. Comment est-ce que vous avez justement trouvé la force aussi de poursuivre? Parce que ce n'est pas un mouvement qui se fait justement en un jour. Et quand il y a des obstacles, et il y a d'autres obstacles, et ça devient justement aussi systémique, comment est-ce que vous avez trouvé justement cette persévérance? Dans le collectif, encore une fois, moi je militais déjà depuis un certain nombre d'années. J'étais déjà dans ce qu'on appelle le tissu associatif. Donc j'avais l'habitude du rapport de force j'étais déjà féministe, j'étais déjà antiraciste, etc. Et pourtant, je le dis, j'ai eu une période comme ça, alors qu'il ne s'agissait que de maternelle, il ne s'agissait que de petites écoles avec les petits doudous, avec les odeurs de vanille, les petites choses, quoi. Moi, j'ai eu une période vraiment de dépression. Parce que j'étais isolée, parce que je me renvoyais la violence que je subissais. En fait, j'avais l'impression d'être responsable dès lors qu'on me qualifiait de... les femmes me connaissent ça, d'hystérique, agressive, violente, elle prend trop de place, elle est trop arrogante, etc. Enfin, et à un moment donné, vous finissez presque par y croire, en fait. Vous vous dites peut-être c'est moi le problème, etc. Et donc vraiment, ce qui m'a permis de sortir de cet état-là, cet état d'esprit presque, c'est le collectif. Et vraiment, ça m'a... Oui, je pense que ça m'a aidée, même psychiquement, parce qu'effectivement, on ne dit pas assez, même s'il faut rester positive, et c'est important, parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est important aussi de dire qu'il ne faut pas se résigner, il ne faut pas s'enfermer dans un sentiment d'impuissance. Et en même temps, je pense que c'est important aussi de dire que de ne pas se laisser faire, de se battre pour soi-même ou pour ses enfants, ça a un coût. Et ça a un coût notamment pour la santé mentale, en fait. Et donc, c'est difficile. Et ça, il faut aussi pouvoir le dire, en fait. Les personnes qui ont l'impression vraiment de prendre beaucoup de coups, d'être fatiguées, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, dénoncer la violence du système capitaliste, par exemple. Et c'est pas rien, le système capitaliste. Enfin, je veux dire, les gens en meurent. C'est une machine de guerre. Et en même temps, s'étonner de voir que la lutte contre ce système capitaliste, avec ses dérivés raciste et patriarcal, s'étonner que, évidemment, ce système capitaliste ne se laisse pas faire et qu'il broie les gens. La douceur. Donc, mais en même temps, alors, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur les victoires. Plus on est nombreux et nombreuses, en l'occurrence, nous sommes une organisation féministe, donc c'est au féminin, plus on est nombreuses et plus on gagne, quoi. Et la preuve, c'est que, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais il y a les luttes qu'on a menées pour l'instant, en tout cas, on les a toutes gagnées. Bravo. Alors, une autre super actrice du tissu social, Heike Birkholzer, qui connaît aussi très bien la force du collectif. Vous avez semé aussi des graines qui peuvent changer le monde. Vous avez monté, il y a plus de 10 ans maintenant, avec un collectif de femmes immigrées et réfugiées, une entreprise citoyenne berlinoise qui s'appelle Greffewirtschaft et qui donne non seulement des emplois pérennes, des responsabilités de chef d'entreprise,
d'entreprise à ces femmes, mais aussi qui prend soin de l'alimentation des enfants dans les crèches, Kita, école primaire de Berlin, en préparant des repas de qualité, repas bio, avec des aliments locaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle était à vous votre vision de départ et en quoi elle changeait de la façon habituelle de penser l'économie? Oui, très volontiers. Je ne peux que répéter ce qu'ont dit les deux oratrices précédentes. Grefe Wirtschaft, nous avons créé cette entreprise pour créer des emplois pour un groupe de personnes défavorisées et exclues du marché de l'emploi. C'était vraiment un rêve. Alors, soit on attend chez soi qu'on soit employé, ou on devient actif et on essaye de voir ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses. J'ai un certain savoir-faire dû à une société de conseil où j'ai déjà travaillé, et j'ai proposé un concept d'entreprise basé d'une part sur les compétences des femmes qui venaient de différents pays, qui avaient des contextes sociaux et religieux différents, et je me suis aussi basée sur l'analyse de notre quartier. Grefe Wirtschaft, c'est dans le quartier autour de la Grefstrasse, et nous avions envie de créer quelque chose dans notre quartier. Et sur la base de ce dont nous avions besoin dans le quartier et sur la base de nos compétences, à savoir bien faire la cuisine sur la base de recettes des différents pays d'origine, nous avons créé une entreprise. On l'a fait à petits pas, très progressivement, sans aucune aide de l'État. C'est une société, une initiative de la société civile. On a eu l'aide du voisinage. On a créé un véritable réseau qui est devenu connu dans le quartier. Et donc, c'est une entreprise qui réinvestit tous les profits dans les emplois, la qualité des emplois dans l'entreprise et dans la qualité des produits, car nous produisons les aliments pour les cantines d'école. Et en effet, les écoles se sont adressées à nous parce qu'elles voulaient être approvisionnées d'une autre façon. C'est comme ça qu'on s'est développé. Nous sommes une entreprise sociale, c'est la façon dont nous nous percevons. C'est le concept de l'entreprise est basé sur ce que je fais dans l'autre entreprise qui est une société de conseil. Nous essayons d'imaginer une autre société, de la réinventer, et nous exigeons du Sénat de Berlin qu'il crée un cadre approprié pour que les gens qui essayent de solutionner certains problèmes de la vie, qu'ils le fassent de manière, et quand ils le font de manière économique et écologique. Et nous voulons aussi, évidemment, faire des bénéfices pour pouvoir décider nous-mêmes de la façon dont nous travaillons et pouvoir aussi influencer les conditions de travail dans lesquelles l'entreprise fonctionne. C'est ce que nous faisons dans cette entreprise. Et aux côtés d'Ella Kagel, on travaille ensemble. C'est un autre type d'économie. Cette forme d'entreprise, on veut la faire progresser. Et évidemment, l'aspect collectif est essentiel. C'est ce que disait Fatima juste avant. Ça vous donne une énergie, une force, et on n'a pas envie d'abandonner, même si parfois le chemin est rempli d'embûches. On peut changer beaucoup de choses ensemble. Et ce que je trouve assez inspirant, en fait, dans Grefe Wirtschaft, c'est aussi tout le système. C'est qu'en fait, ça part d'un constat de départ, d'une expérience. C'était un collectif de femmes qui subissaient la gentrification à Kreuzberg, qui montent, en fait, ensemble une solution, mais c'est une solution qui est pérenne, qui est durable, non seulement pour elles, mais aussi pour l'offre qui est proposée. En fait, pour les enfants, ça utilise des produits locaux. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans une économie, justement, qui fait du sens à tous les points. Comment ça se fait que ce ne soit pas plus fréquent ?
C'est vraiment une bonne question. Cela existe à de nombreux endroits déjà dans la ville. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui traitent ces sujets. Mais dans notre société, en Allemagne en tous les cas, les choses ne sont pas simples. Il y a énormément d'obstacles, de freins. Il faut d'abord résoudre beaucoup de problèmes avant de pouvoir créer une entreprise de ce type. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut augmenter la visibilité de ce type d'entreprise et montrer l'engagement qui existe même dans une grande ville comme à Berlin. Et je pense qu'en France, les conditions cadres sont peut-être meilleures. J'ai appris à connaître beaucoup d'entreprises solidaires qui bénéficient d'une meilleure structure et il semble que cet aspect d'économie solidaire soit beaucoup plus répandu. On en profiterait énormément aussi si c'était le cas en Allemagne et c'est bien la raison pour laquelle je m'engage avec cette entreprise sur l'économie sociale ici en Allemagne. La gentrification à Kreuzberg a commencé au début des années 2000 et il était clair que les femmes sans emploi ne pouvaient pas continuer à payer les loyers à Kreuzberg. Donc, ces loyers continuent à monter et si vous bénéficiez seulement des allocations de l'Agence pour l'emploi, ce n'est pas possible. Il fallait absolument qu'elles trouvent un emploi et il fallait créer des emplois pour qu'elles aient encore une perspective de pouvoir vivre dans ce quartier et ne soient pas simplement les victimes de ce processus de gentrification. Ça n'a pas été simple. Je peux vous dire que le chemin était vraiment rempli d'obstacles, mais il faut être persévérant. Et quand on sait qu'on est sur la bonne voie, on a envie de poursuivre cette voie. Et nous sommes très heureuses aujourd'hui d'avoir cette entreprise. Nous sommes indépendantes et on a créé beaucoup d'emplois. Nous avons 70 personnes. À certains moments, on avait même 100 personnes qui avaient un travail, mais en raison de la crise de la pandémie, on a dû licencier certaines personnes. En tout cas, pour le moment, il y a 70 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit un peu plus tôt, c'est que les métiers liés au care, souvent, sont vraiment mal rémunérés alors qu'ils prennent soin de la société. Et on peut apprendre de votre entreprise citoyenne puisque l'argent circule. C'est ça aussi qu'il faut montrer, c'est qu'il y a de l'argent pour les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Oui, bien évidemment. Quand je dis des emplois, ce sont véritablement des emplois qui sont assurés et les salaires sont des salaires corrects qui correspondent au salaire minimum. Bien évidemment, il y a des prix fixés par le Sénat dans les écoles. Ces prix sont subventionnés. Mais il faut toujours évidemment voir comment on peut bénéficier de davantage de profits pour améliorer les conditions de travail ou utiliser des produits de meilleure qualité. Et là, j'en reviens au niveau collectif et aux coopératives. Nous travaillons de manière très étroite avec tous nos services de livraison, avec tous nos clients, tous les prestataires, et cela nous aide aussi énormément. Oui, ça fait ses preuves. Ella Kagel, ces initiatives concrètes révolutionnent l'économie capitaliste puisqu'elles prennent soin des autres, du lien social, des ressources et aussi du futur. À Supermarkt, vous observez et vous accompagnez aussi de nouveaux modèles que l'on appelle les plateformes coopératives. Comment est-ce que ces initiatives, ces entreprises citoyennes positives qui fonctionnent vont réussir à peser dans l'économie de demain? Comment est-ce qu'elles peuvent se déployer en fait à plus grande échelle face à l'hégémonie capitaliste? C'est une très bonne question. Je pense souvent qu'il faudrait faire quelques pas en arrière et se rappeler de quoi il s'agit en fait dans ces exemples.
Il s'agit d'expériences qui permettent que tout le monde puisse bénéficier de ce à quoi il a droit, à savoir accès à l'alimentation, hygiène, reconnaissance, on vient de l'entendre, ce sentiment de ne pas être visible, d'avoir un travail que personne ne voit, et souvent personne ne se rend compte de la valeur qu'il a, et d'ailleurs il n'a pas de valeur souvent, et parfois le travail que l'on fait est invisible. En Allemagne, on dit même à quelqu'un de manière assez méchante, je ne suis quand même pas ta femme de ménage. Et qui serions-nous s'il n'y avait personne qui faisait le ménage? On ne pourrait pas aller dans le métro ni faire les courses. Chaque hôpital a besoin de ces agents de surface. Et donc, ces métiers qui sont très mal payés, dont on pense que quelqu'un fera ce job à un moment ou à un autre. Mais moi, je ne veux pas avoir affaire avec ce genre de travail. Ça montre que nous prenons un peu de distance par rapport à ce qui est essentiel dans notre vie. On ne peut pas complètement prendre ces distances par rapport à certains emplois et dire ça c'est pour toi et pas pour moi. Je pense qu'on est tous très marqués par l'idée capitaliste. Il faut peut-être se demander comment est-ce que j'ai été éduquée, comment c'était à l'école, à l'université, quelles ont été les images coloniales, patriarcales qui ont été transmises à mon esprit et comment est-ce que je peux me défaire de ces images. Il faut peut-être justement essayer de les oublier avant de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Et quand il s'agit de changer le capitalisme, je pense que le capitalisme évolue déjà lui-même, car entre-temps, nous constatons tous et toutes qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut changer les choses? Il est important de soutenir des initiatives telles que celles qu'on a mentionnées, mais aussi de poser des exigences et de dire que l'économie féministe, à savoir le travail invisible, le travail mal payé ou le travail invisible, il faut reconnaître que ce travail est élémentaire. Cela passe par, on parle ici de l'éducation des enfants, des soins des personnes âgées, le maintien de la nature. Cela permet aussi la possibilité de se rencontrer, de vivre en fait. Et notre rôle est d'éduquer nos enfants et de leur faire comprendre qu'ils ont un accès à énormément de choses, mais le pire, c'est de ne plus être en mesure d'imaginer ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et de ne pas transmettre cette idée à la génération suivante. C'est une super transition vers Fatima Wassak. Merci, puisque ce qui est effectivement intéressant, c'est que vous avez vécu aussi le déploiement du front de mer. Le mois dernier, il y a eu le front de mai dans toute la France. Et puis, vous avez aussi passé une nouvelle étape avec la création de la première maison d'écologie populaire qui s'appelle Vert Dragon, qui est aussi l'objet d'une collaboration. Et c'est aussi pour les enfants, pour leur offrir de nouveaux imaginaires. Absolument. Alors, c'est les deux, effectivement. Mais si je peux me permettre juste de réagir à ce qui vient d'être dit sur la nécessité de faire un travail autour des représentations, ce sera effectivement Vert Dragon le lieu où on va faire ce travail-là auprès des enfants. D'ailleurs, que l'on ait des enfants qui ont un accès réduit justement aux métiers les plus valorisés ou au contraire un accès privilégié aux métiers les plus valorisés, il y a un travail à faire et c'est là où intervient mon petit côté enfantin. Au-delà même d'une analyse sociologique ou d'une analyse politique, j'ai vraiment foi F-O-I, dans cette volonté de mère
de voir grandir les enfants à égalité, heureux, respectés dans leur dignité humaine. Voilà, ça c'est de l'ordre de la foi. Donc effectivement, il y a ce travail-là autour des représentations, tout ce que vous disiez. Mais juste un mot, et je suis obligée de le dire, parce que alors, je ne sais pas comment ça s'est passé ici à Berlin, en Allemagne en général, mais en France, il y a eu tout un temps l'année dernière, donc à partir de mars 2020, sur la première séquence de la crise sanitaire, il y a eu tout un moment où justement il s'agissait de revaloriser les métiers invisibles dont vous parliez, c'est-à-dire que les gens étaient dans les balcons, ils applaudissaient « Ah, mais c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas assez valorisé les caissières, on n'a pas assez valorisé les femmes de chambre, on n'a pas assez valorisé les éboueurs, etc. » Et donc, voilà, on a distribué comme ça des petites médailles en chocolat, on a distribué des petits sourires, des applaudissements, etc. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, on se rend compte que les revenus n'ont pas du tout évolué, les conditions de travail ne se sont pas améliorées, elles sont même dégradées. Et tout simplement, la structure n'a pas changé. Donc, au-delà des représentations, on a affaire à un marché du travail qui est structuré de manière inégalitaire, qui est structuré de manière injuste. Et c'est là où je veux en venir. En fait, il faut faire de la politique. Je veux dire, simplement aller chuchoter à l'oreille des gens pour leur dire « mais si, il faut reconnaître, c'est dommage, etc. » Bon, évidemment que ça peut marcher, notamment dans un travail de transmission et d'éducation auprès des enfants. Mais ça ne peut pas changer le système. Et donc, pour changer le système, il faut lutter. Et donc ça, moi, je crois dans la lutte. Je pense que d'ailleurs, les luttes que mènent, par exemple, les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles en France, donc lutte qu'elles ont menée pendant 2 ans, pour améliorer leurs conditions de travail, pour augmenter leurs revenus, etc. Je pense que cette lutte féministe fait partie de ce que vous appelez l'économie féministe. C'est-à-dire que, voilà, dans quelle mesure les luttes ont aussi leur place et dans quelle mesure on peut assumer aussi, je pense, en tant que femme, en tant qu'écoféministe, mais avant tout en tant que femme, ben oui, de poser la question du pouvoir, la question du politique, et que ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas parce que souvent ce sont des espaces masculins, très violents, bon, assez répugnant quand même, il faut dire ce qui est. C'est vrai que ça ne donne pas envie, on se dit non mais ça, on leur laisse. Ben, c'est bien dommage, parce que c'est là qu'est le pouvoir politique. Je veux dire, sur la question du marché du travail en France, par exemple, l'année dernière, on a eu des femmes, les femmes dont vous parliez, hein, ces femmes invisibilisées, on a eu des femmes qui ont été obligées d'aller travailler, alors qu'on nous répétait dans les médias à quel point c'était dangereux, à quel point on mettait en danger nos familles. Elles y étaient obligées parce qu'elles n'avaient pas de contrat à durée indéterminée, elles avaient des contrats en intérim. Et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point le Code du travail avait été détruit par les gouvernements successifs. Et donc, voilà, la nécessité aussi de faire de la politique. Et c'est là où, voilà, j'ai été super longue avant de revenir à votre question. Je pense qu'il faut tenir les deux, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut un ancrage territorial. Et nous, on fait des trucs avec les enfants, en fait. On a des activités, on est sur du jardin partagé, on est sur des petites choses. Et c'est important pour nous parce qu'on est avant tout des mères. Et donc, on veut avant tout pouvoir travailler auprès de nos enfants, les éduquer, encore une fois. Et ça, c'est aussi une lutte politique. Conscientiser déjà notre rôle de parents et le fait que l'on soit légitime en tant que parent, ce n'est pas rien. Enfin, au sein du Front de mer, il y a des femmes, il y a 5 ans, qui étaient persuadées que l'institution scolaire, l'école, leur confiait leurs enfants à 4h30 et le week-end et les vacances, et qu'elles faisaient très attention à ne pas détruire ce que l'institution scolaire avait pris du temps à construire pendant le temps scolaire. Donc, il y avait ce rapport-là à l'institution qui était très, très inégal. Et donc, voilà, c'est un travail de conscientisation aussi de se dire, mais il s'agit de mes enfants, en fait. Pour ce qui concerne la cantine, par exemple, se dire, mais j'ai le droit de décider de ce que mange mon enfant à midi. Il y a 5 ans, quand j'en parlais à certains parents, y compris de classe moyenne, y compris de classe moyenne supérieure, ce sont des parents qui me disaient non mais c'est pas à nous de décider en fait, c'est la mairie qui doit décider. Ou alors, pire, c'est Elior et Sodexo, qui sont 2 prestataires de l'industrie agroalimentaire, et c'est à peu près ce qu'il y a de pire, on est d'accord, au monde. C'est à Elior et Sodexo de décider de ce que vont manger nos enfants en bas âge, quoi. Et donc, il y a voilà, ce travail de conscientisation, et je pense qu'à travers, justement, ce travail avec les enfants, on peut l'amener. Et Vert Dragon, c'est aussi un travail politique, de dire, voilà, on prend de la place, on est chez nous ici. Alors c'est pour ça que j'insistais sur le fait que dans les quartiers populaires en France, il s'agit de populations descendantes de l'immigration africaine.
Et cette population n'est pas considérée comme chez elle en France, même après plusieurs générations. Et là, ce lieu Verdragon, et c'est 1000 mètres carrés quand même, donc c'est grand, on a de la place, nous qui sommes entassés dans nos appartements exigus, insalubres. Là, tout à coup, c'est beau, on est en face d'un parc départemental, donc enfin, on a accès à un petit peu de nature. Bon, après, c'est 3-4 arbres, 2-3 fleurs, mais voilà, c'est bien. Moi qui ai grandi toute ma vie dans le béton, voilà, ça fait un petit peu d'aération, on va dire. Et voilà, c'est comment, en fait, politiquement, on reconquiert l'espace public et donc l'espace politique. Et donc, c'est les deux. Et je pense que vraiment, c'est important de considérer que ce ne sont pas deux choses contradictoires, en fait. On peut tout à fait faire des petites choses avec les enfants et aussi faire de la politique et assumer de faire de la politique. Et c'est là où j'aimerais aussi demander à Eike Berkholzer ce que vous en pensez, parce qu'il me semble aussi que c'est votre stratégie d'aller infiltrer justement là où il y a les décisions, les lieux de pouvoir, les lieux politiques. Cette économie sociale et solidaire, elle a besoin de la politique pour pouvoir se déployer d'une façon plus grande. Oui. Nous voulons convaincre la politique que les entreprises qui n'ont pas pour objectif la maximisation des bénéfices, mais qui aussi considèrent l'intérêt général et qu'il faut justement soutenir ce genre d'entreprise. Et que nous avons et qu'il faudrait donner aux initiatives l'opportunité de se prendre en main. Et là, je reviens à ce que disait Ella tout à l'heure. Quelle économie voulons-nous pour demain? Et qu'est-ce que c'est en fait l'économie? L'économie telle qu'on la connaît en Allemagne, ou la façon dont elle est comprise, c'est qu'elle est orientée sur les bénéfices et les profits. Et l'économie permet à tout le monde de s'approvisionner en produits, en prestations de services. L'économie est en fait au service des êtres humains. On parle toujours de la transformation économique, de la transformation écologique de l'économie. Peut-être qu'on peut agir en travaillant au sein d'un collectif, par exemple, et créer nos propres entreprises. Sodexo est en fait un de nos concurrents. C'est un des grands acteurs dans le domaine alimentaire qui fournit des repas aux écoles. Mais on a pu s'imposer en tant que petite entreprise ou entreprise de taille moyenne parce que notre offre et nos produits sont vraiment faits sur mesure pour le quartier et ont un effet positif sur la communauté et sont d'intérêt général. Donc je pense que c'est vraiment la bonne stratégie à suivre. La politique est évidemment essentielle. Il faut poser des exigences à la politique, mais au final, je pense qu'on peut changer quelque chose si on prend soi-même les choses en main. Et cela permet aussi d'avoir un effet sur l'économie normale, l'économie traditionnelle. À Berlin, les entreprises sociales et solidaires ont eu énormément d'influence, pas seulement à Berlin, mais aussi en Allemagne. Par exemple, dans les années 70, les parents ont décidé qu'ils voulaient que les enfants aient une garderie différente après l'école. Et ça a eu une influence sur l'ensemble de la pédagogie. Ils ont organisé des garderies différentes et donc on peut avoir des effets tant au niveau de la société qu'au niveau de la politique. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons dans Social Economy Berlin et nous collaborons avec Ella qui veut suivre la même voie. Et plus on est, plus on arrivera à remporter des succès. Et justement, Ella Kagel, comment est-ce qu'on arrive à tisser à plus grande échelle et même à cette échelle que l'on souhaite européenne?
qu'est-ce que vous réussissez à observer? Qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'on est là sur un entre-deux avec une économie alternative, parallèle, mais qui est encore un petit peu underground? Quand est-ce qu'on va réussir, en fait? Est-ce que cette économie soit encore plus, on va dire, présente un peu partout? Alors, une clé essentielle revient dans ce que vous venez de dire justement. Tu as parlé, par exemple, du fait que tu aimerais que tes enfants aient un choix au niveau des repas. Ils ont un besoin et ils devraient être en mesure de choisir. Et toi aussi, tu as dit qu'il fallait s'orienter sur les besoins. Ça, c'est vraiment la clé à mes yeux. Il faut communiquer un message positif. On doit avoir le choix. Je ne dois pas toujours prendre ce qu'on me met devant le nez. Je peux dire ce dont j'ai besoin, ce qui est bon pour ma santé ou pour la santé de mes enfants. Dans ce cas-là, vu qu'ils ne savent pas encore prendre leurs décisions tout seuls. Et c'est important car ce capitalisme extrême nous a amenés à une situation où on nous impose des choses qui ne sont pas saines, qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite. Et il s'agit ici de se mettre en réseau et de se demander, mais de quoi as-tu besoin pour être en bonne santé? Et de quoi as-tu besoin pour que ta vie soit une vie agréable? On a énormément de défis à relever, le travail, le corona, le télétravail, l'école à distance, mais il faut communiquer les besoins, les mettre en avant. Et ça, c'est bien la clé. Et ce n'est pas un hasard que toutes les deux, vous veniez justement d'insister sur ce point. Et même si on est une petite entreprise, on peut faire face à une grande entreprise si on répond aux besoins. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on vit à l'ère du numérique. Chacun a accès à Internet, chacun a son ordinateur et tout le monde est en mesure de se mettre en réseau de manière numérique. Et bien évidemment, on utilise les services de grands prestataires numériques, mais comment est-ce que je peux, en tant que supermarché ou dans quelle mesure est-ce que je peux promouvoir le travail que vous faites au front des mers? J'aimerais bien l'expliquer, en parler aussi dans ma communauté. J'aimerais inviter Fatima pour qu'elle parle de ce qu'elle a fait en France. Et il faut le faire davantage. Mais à cette fin, on a besoin d'un peu de temps et on doit reprendre un peu son souffle pour pouvoir travailler à cette mise en réseau. Et il faut recevoir aussi une certaine reconnaissance parce que nos journées sont très remplies. Et idéalement, c'est ce que je souhaite personnellement, il faudrait qu'il y ait un budget pour qu'on puisse faire ce travail, parler de ces narratifs positifs et que cette mise en réseau stratégique ait lieu. Et franchement, nous les femmes, il faut qu'on apprenne à faire du réseautage constructif. Les hommes le font depuis des années. Les femmes, on ne devrait pas attendre d'être épuisées à genoux. Et il faut le faire, ce réseautage, il faut le faire plus tôt. Et le faire quand on peut aussi donner de l'énergie aux autres. Il faut découvrir nos forces et notre talent stratégique. Alors justement, c'est l'occasion de rêver ensemble. Ce soir, Fatima Wassak, quel pourrait être cet éco-leadership de demain, puisque la figure de la mère que vous évoquez dans votre livre, La puissance des mères, cette mère symbolique qui lutte pour les générations futures, une mère engagée, combattante, comment est-ce qu'elle pourrait inspirer un nouveau leadership au féminin, ce leadership au niveau économique? Alors au féminin et au pluriel aussi, parce que ce n'est pas une mère, du coup c'est des mères. Ça me permet de répondre à votre question précédente, parce que je n'ai pas complètement répondu et je vais saisir la perche qui m'a été tendue sur en fait, voilà, une mise en réseau et du lien avec aussi les initiatives et tout ce qui se passe ici en Allemagne. En fait, vous posez la question du déploiement et
Et c'est beau ça, cette histoire de déploiement en plus. Alors nous, la figure qu'on mobilise, c'est la figure du dragon. Donc effectivement, c'est une image symbolique forte. Effectivement, on a organisé un front de mai en France et c'était du 1er au 31 mai. Bon, il se trouve que le 30 mai en France, je ne sais pas en Allemagne si c'est le cas, mais c'est la fête des mères. C'est peut-être plutôt en Allemagne. C'est une fête réactionnaire, plutôt pétainiste et plutôt consumériste, on va dire. Bon, d'où la nécessité de la braquer, cette fête, et on l'a bien braquée. On a notamment fêté la victoire des femmes de chambre de l'Ibis dont je parlais tout à l'heure, mais ça venait clôturer tout un mois où on a fait plein d'activités, plein d'actions très politiques ou très locales, on va dire. Donc, on a fait des rassemblements contre les violences policières, contre les violences interquartiers, pour une alternative végétarienne à la cantine. Donc, vraiment, c'était tout ce qui concernait nos enfants. Et ce front de mai, donc, on l'a organisé un peu partout en France. Et c'est là que j'arrive vers le déploiement européen et pourquoi pas en Allemagne. Il y a eu des choses également en Belgique. Donc, il y a aujourd'hui un front de mer en Belgique. Il y a un début de quelque chose en Italie, un début de quelque chose en Espagne. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien de cet ordre-là en Allemagne. Donc voilà, c'est dans quelle mesure, en fait... et ça me permet vraiment de répondre à la question. Dans quelle mesure ça peut devenir une lutte universelle, en fait, qu'on porte toutes, alors pas au-delà de ce que nous sommes, pas au-delà de notre condition sociale, de notre classe sociale, de notre couleur de peau, de notre genre. Il ne s'agit pas de faire abstraction, puisqu'on sait bien que nous sommes aussi définis par les rapports sociaux de domination que l'on peut avoir les unes vis-à-vis des autres, mais c'est prendre en compte ça pour mener une lutte universelle telle qu'ont pu la mener les folles de la place de Mai, par exemple, en Argentine, donc des femmes qui venaient sur la place publique pour parler effectivement de leurs enfants disparus, donc finalement torturés, assassinés par la dictature militaire, donc on est dans les années 70, elles en appelaient aux mères du monde entier. Je parle aussi beaucoup, moi, des folles de la place Vendôme qu'on connaît beaucoup moins, et pour cause, puisqu'il s'agit de femmes non blanches, et souvent on invisibilise davantage encore les luttes que mènent les femmes non blanches. Et ces folles de la place Vendôme, donc là on se situe dans les années 80 en France, elles appelaient aussi les mères du monde entier à rejoindre leur combat. Donc voilà, nous on a effectivement commencé à bagnoler sur une petite bricole, l'alternative végétarienne à la cantine. Bon, c'est une petite bricole, même si l'alimentation, on sait à quel point c'est un enjeu social et politique important, mais c'est vrai que c'était une petite chose. Et au fur et à mesure, voilà, ça grossit. Et je pense que la lutte que peuvent mener les mères du monde entier, ça peut être des luttes pour la justice, pour l'égalité, pour le respect de la dignité humaine, pour le respect du vivant. Et moi, je pense que ça peut vraiment devenir une lutte révolutionnaire. Il faut y travailler. Et voilà, je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, on peut arriver à quelque chose de très structuré. Heike Birkholzer, quelle est votre expérience à Greffe Wirtschaft justement de ce déploiement et comment faire quand une entreprise citoyenne justement fonctionne pour qu'elle devienne aussi pérenne et comment est-ce que vous voyez le futur de cette initiative? Alors, nous essayons d'être évidemment durables et on réfléchit aux produits et aux services dont nous avons besoin et on essaie de les professionnaliser, de faire en sorte qu'ils soient compétitifs. Dans le cas, par exemple, de l'approvisionnement alimentaire dans les écoles. En Allemagne, il y a énormément de réglementations. Il y a une société qui impose, la société allemande de l'alimentation, qui vérifie tout cela. Et progressivement, et nous voulons gagner davantage de clients pour créer évidemment plus d'emplois, plus qu'à présent. Quand il y avait des candidates qui cherchaient un emploi et qui voulaient travailler dans la Greffe Wirtschaft, on a en fait commencé à chercher à de nouvelles écoles souhaitant coopérer avec nous. Et puis, on leur a montré notre programme. Et donc, c'est une histoire tout à fait durable. Et l'entreprise participe à un 3e appel d'offres. Il y a des appels d'offres tous les 3 ans à Berlin. Et on a pu s'imposer et on ne perd pas nos clients. Au contraire, on gagne toujours de nouvelles écoles.
Et donc, notre concept est très durable. Nous avons essayé d'autres secteurs d'activité. On avait un restaurant, mais on a remarqué qu'on ne pouvait pas gagner assez d'argent et les femmes ne pouvaient pas toujours travailler en soirée. Le samedi, ce sont justement les moments où on ferait beaucoup d'affaires, puisque évidemment, elles devaient s'occuper de leurs enfants et la famille est importante pour elles. Donc, le loyer était très élevé dans le restaurant que nous avions mis sur pied. On a essayé aussi un atelier de couture pour permettre à certaines de travailler. Mais en fait, finalement, on s'est concentré sur l'approvisionnement d'écoles parce que c'est les écoles qui s'adressaient à nous. Et certaines écoles nous ont dit « Pourquoi ne proposez-vous pas ce que vous faites au restaurant pour les écoles ?» Et là, c'est vraiment une situation très confortable. S'il n'y avait pas eu la pandémie du corona, parce qu'évidemment, ça, on ne peut pas parler de situation normale, mais on avait vraiment une sécurité de l'emploi, car on savait combien on allait gagner d'argent pendant 3 mois, et on savait quelles écoles allaient avoir besoin des repas, et on pouvait très bien calculer. Et donc, ce secteur d'activité était idéal pour nous. Mais on peut créer des entreprises similaires dans tous les domaines. Il faut savoir avec quelles personnes on veut travailler, quelles sont leurs compétences et qui est-ce que je peux ajouter. Je dois peut-être faire appel à des externes. On n'est pas toujours en mesure de faire tout soi-même. Et comme on travaille beaucoup avec le voisinage, on a profité de l'expertise des voisins qui décidaient aussi de nous aider gratuitement. On ne parle pas toujours de bénévolat, mais de travail volontaire, mutuel. Et beaucoup ont décidé de nous soutenir, par exemple en nous donnant certains conseils, des conseils. Et c'est comme ça qu'on a pu améliorer ce secteur d'activité et en arriver au concept que nous avons aujourd'hui. Ça a duré pendant 10 ans. Donc on a créé en 2009 l'association et en 2016, on est devenu une société à responsabilité limitée. Alors j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit, Fatima Wassak, par rapport à cet international, à ce rêve de connexion au niveau international. Et là, quel rôle peut jouer justement l'Europe par rapport au déploiement des économies féministes ? Je ne sais pas pourquoi. C'est une très bonne question. Alors, je pense que ce qu'on a en Europe comme situation, c'est qu'on a des valeurs européennes sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, quel est le rapport avec nos pays voisins? Qu'est-ce qui nous unit et comment on peut utiliser ces relations en qualité de moteur? Mais l'Europe est un pays, un continent saturé, si je peux me permettre de le dire ainsi, et parfois j'ai l'impression qu'il y a énormément de potentiel de transformation qui peut venir de pays en dehors de l'Europe qui en ont besoin, parce que nous, en Europe, je parle ici de l'Europe occidentale, on n'a pas besoin de transformation rapide vu qu'on va assez bien pour le moment, mais tout peut changer assez rapidement. Et j'ai l'impression qu'en Europe, on est un peu endormi au vu de certaines évolutions. Dans certains pays, il y a de moins en moins d'enfants et les personnes âgées sont celles qui sont plutôt au pouvoir et qui dominent. Et donc, ce sont ceux qui veulent s'accrocher plutôt aux choses telles qu'elles sont et ne veulent pas changer les choses. Et dans d'autres pays, dans des pays en dehors de l'Europe, c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements, peut-être au vu aussi de l'âge. Mais la situation en Europe est telle que nous avons des valeurs qui peuvent
nous permettre aussi de communiquer par les langues différentes et nos valeurs culturelles. Et on peut peut-être réfléchir aux raisons qui ont fait que l'Union européenne s'est développée. Et moi, j'aimerais qu'en Europe, qu'il y ait des réseaux qui se basent sur les valeurs et pas seulement sur l'économie et la politique. Vraiment des réseaux qui coopèrent sur la base de valeurs. Mais là, il reste encore du travail. On a du pain sur la planche. Alors, je vérifie juste, parce que pour l'instant, je ne reçois pas de questions. Donc, on me dit qu'effectivement, on n'a pas encore de questions du public. Une dernière question pour vous, Fatima Ouassak, pour conclure, c'est cette force du dragon. Ce feu qui invite à agir, qui mène en fait à l'action, comment le manier au mieux? Comment manier au mieux le feu? Oui, moi j'ai tendance à dire qu'on peut le laisser s'exprimer parce que justement, on a tendance à demander aux mères qu'on appelle maman, bon, justement pour jouer un petit peu du côté affectif, on a tendance à leur demander justement de ne pas trop s'enflammer et au contraire de tempérer les choses. D'ailleurs, c'est la fonction sociale des mères dans les sociétés occidentales aujourd'hui, c'est cette fonction de tempérance. Voilà, c'est calmer les colères des enfants, et notamment face aux injustices, tout à l'heure, vous posiez la question du choix. C'est vrai que les enfants n'ont pas le choix, par exemple. Voilà, on leur dénie quasiment toutes, disons, leur liberté fondamentale au nom d'une responsabilité d'adulte vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des enfants. Et justement, les mères sont là aussi pour être les gardiennes de cet ordre social, quoi, de cet ordre établi. Donc, alors déjà, l'histoire du feu, c'est pas anodin, c'est justement pour dire ça, on n'en veut plus, en fait. Nous, on veut plus calmer le jeu, on veut plus calmer les choses, on veut plus jouer aux mamans, justement. Au contraire, voilà, s'il y a moyen d'accompagner les colères, on est là. Et donc, non, c'est comment, en fait, encore une fois, hein, c'est comment on assume d'être politique et de faire de la politique. Alors, attention, parce que tout à l'heure, vous disiez, oui, il y a la politique, mais il y a aussi ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et en réalité, je pense que c'est parce que je me suis mal exprimée. Quand je dis qu'il faut faire de la politique, c'est faire nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est de l'auto-organisation. C'est comment on se réapproprie ce pouvoir politique dont on a été dépossédé en tant que femme, en tant que mère, en tant que, pour ce qui me concerne, descendante de l'immigration, en tant que appartenant à la classe populaire, etc., etc. Donc c'est bien, faire de la politique, c'est bien justement se réapproprier ce pouvoir politique. Donc voilà, que des belles choses, je pense, qui vont, encore une fois, hein, je pense que j'ai bon espoir que ça monte en puissance dans un contexte qui est très difficile, parce qu'on parlait du contexte européen. Il faut dire quand même, alors, je vais parler pour ce que je connais le mieux, la France. On est quand même dans un contexte politique en France qui, je le dis clairement, je pense que c'est assez documenté aujourd'hui, qui, pour le moins, se droitise, voire, selon beaucoup de personnes qui analysent la vie politique en France, et en tout cas le champ politique, qui s'extrême droitisent, voire qui se fascisent. Et ça, c'est un contexte qu'on est obligé de prendre en considération lorsque vous disiez... J'appelle à une Europe des valeurs. Alors, je sais exactement, évidemment, ce que vous mettez derrière ces valeurs. Malheureusement, il y a aussi des gens, notamment en France, qui appellent à une Europe des valeurs, et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que ce sont des valeurs qui sont rétrogrades, qui sont répressives, qui sont liberticides. Voilà, c'est toutes les valeurs soi-disant chrétiennes, de l'Europe chrétienne, tout un discours en fait, d'extrême droite qui est largement en train de gangréner un peu tout le champ politique en France. Donc on a tout intérêt justement vous avez raison, à se saisir de cette question-là et exister pour ne pas laisser toute la place à cette chose qui est en train de grandir. Et donc voilà, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait de se saisir de la politique. On n'a quasiment plus le choix aujourd'hui en fait. On est vraiment en situation d'urgence où si on ne s'y met pas, en se contentant simplement d'aller à la marge, en se disant on va faire notre petit truc à nous et puis tant pis pour le système. Le problème, c'est que à un moment donné, le système va nous rattraper. Mais j'ai bon espoir. Alors si je peux me permettre un dernier mot par rapport à Verdragon, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, et c'est une erreur. Verdragon, c'est le partenariat, la collaboration, presque l'histoire d'amour entre le Front de Mer et une organisation qui s'appelle Alternativa, qui est une organisation écologiste qui organise en France les marches climat depuis déjà de nombreuses années. Et c'est intéressant parce que c'est une organisation
pas de parents, pas de mères, c'est plutôt des jeunes. La moyenne d'âge, elle est là, pour le coup, voilà, c'est 18 ans, 18-20 ans. Et plutôt classe moyenne, plutôt centre-ville, donc tout ce qu'on n'est à peu près pas au sein du front de mer. Et pourtant, ça marche bien. Donc c'est bon, c'est ce qu'on appelle un peu la convergence des luttes en France. En tout cas, c'est montrer que la division ne marche pas, ne fonctionne pas, et qu'on est capable aussi, justement parce qu'on défend des principes communs. Donc encore une fois, des trucs vraiment très simples, hein, l'égalité, la justice, le respect du vivant, le respect de la dignité humaine. On a ces valeurs effectivement communes et on arrive à faire des choses concrètes. Donc ce n'est pas simplement des discours et ce n'est pas simplement une volonté. Ça se traduit par ce lieu qui est Verdragon. Donc je me devais de dire que voilà, il y a ce mariage-là qui a fait des petits déjà et j'espère qu'il va faire d'autres choses. On a une dernière question du public. Comment faites-vous pour mener de front vos entreprises, prendre soin des autres et aussi de la planète et en même temps prendre soin de vous, puisqu'on parle du soin ce soir? Je commence. Allez-y. Oui. C'est très difficile parce que justement, alors on parle de double journée pour les femmes, voire de triple journée, voire il y a beaucoup de charge mentale, on le sait. Par exemple, voilà, c'est vrai que ce n'est pas complètement normal que ce soit les femmes qui prennent en charge la quasi-totalité de ce qui concerne l'éducation et la transmission. Donc c'est très difficile, effectivement. Mais je pense que c'est justement cette difficulté, c'est justement ce qui doit nous amener à faire front commun. C'est-à-dire que, voilà, on sait très bien qu'éduquer ses enfants toute seule et éduquer ses enfants avec d'autres personnes, et notamment avec d'autres femmes, c'est pas la même chose. Enfin, il faut juste penser aux vacances, par exemple. Moi, mon pire cauchemar, c'est les vacances toute seule avec mes enfants, quelque part. Dès lors qu'il y a des copines qui amènent, même elles peuvent amener mais 40 enfants, c'est pas problématique parce que, justement, voilà, ça fait, voilà, c'est ce qu'on, un peu village, quoi, où on éduque tous nos enfants ensemble. Donc, voilà, moins de charge mentale dès lors que on est entre camarades. La force du groupe. Voilà, la force du collectif. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Heike, Ella, par rapport à ce qu'on vient de dire sur comment prendre soin face à toutes ces luttes qui sont multiples pour rêver un autre monde et le construire? Toi d'abord. Il y a le yoga aussi. Le yoga, c'est... C'est une bonne question. Moi, j'arrive à m'occuper de moi quand je suis avec les autres. Franchement, j'ai aussi une famille. J'aime beaucoup ma petite famille, mais ce n'est pas souvent reposant, franchement. Et j'aime beaucoup quand j'ai la visite d'amis. C'est pas toujours sain de rester dans le cercle familial. Je vais bien quand mon focus social n'est pas aussi concentré toujours sur la famille. Et si je rencontre des gens avec lesquels je partage des choses, alors ça me donne de l'énergie. Et en plus, tout le poids ne repose pas sur mes épaules. Je vais bien aussi quand je réussis à oublier un peu le perfectionnisme et quand j'ai une mauvaise journée et que je me dis, oh là là, ça s'est mal passé aujourd'hui. Alors je me dis, c'est le système qui ne fonctionne pas, c'est pas moi. Une chose est importante, c'est de prendre soin de soi. Ça ne marche pas chez moi quand je prends mes distances par rapport aux autres, mais quand je me retrouve dans un réseau agréable. Qu'en est-il de ton côté, Heike? Ça se passe comment? Je m'occupe bien sûr de moi aussi. Je ne fais pas tout ça sans objectif. Je suis heureuse de pouvoir avoir un travail qui a du sens, dont je peux vivre. Cela me satisfait. Je suis heureuse de voir que d'autres profitent aussi de ce qu'on a mis en place. Et j'en suis très fière. Ça me rend heureuse. Et je suis aussi heureuse d'être devenue aussi indépendante grâce à cette entreprise commune. Et ça me donne de l'énergie. Oui, ça me fait du bien, on peut le dire.
Merci beaucoup, merci Heike, merci Ella, merci Je peux Fatima. ajouter juste un mot. Allez-y, 30 secondes. Ouais, même pas, 10 secondes. Je pense que, parce que là, tout à l'heure je disais il faut lutter, il faut combattre, etc. Ça paraît vraiment fatigant, négatif. Bon voilà, c'est la colère quoi. Et en fait non, dès lors qu'en fait, on fait ça en dansant, en mangeant, parce que c'est important de manger quand on milite, c'est important de danser, c'est important de, voilà, de s'amuser. Je pense que ça peut être une bonne clé aussi en fait. On peut lutter, mais tout en étant bien. Et encore une fois, danser, chanter et tout, ça peut être une bonne piste. Ouais, merci pour cette invitation à danser. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir inspirées, de nous avoir donné de l'énergie, justement, de nous avoir donné de l'espoir et nous montrer la force des collectifs, des initiatives entreprises citoyennes. Cela fait vraiment du bien à entendre. Pour terminer cette grande journée d'inspiration autour du care et de l'écoféminisme, j'ai maintenant le plaisir de demander à Benjamin Kurk de nous rejoindre. C'est le responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Et c'est grâce à ce fonds, je me lève aussi, que notre initiative Positive Lab poursuit ces événements d'inspiration. Vous pouvez rester ici, autour de l'écoféminisme et des utopies éco-citoyennes. Merci beaucoup de nous soutenir. On voulait vous donner le mot de la fin, en fait, pour que vous nous disiez, en fait, pourquoi le Fonds citoyen trouve important, justement, de soutenir une initiative comme la nôtre et qu'est-ce que vous retenez de cette journée consacrée au care et à l'écoféminisme. Merci pour l'invitation. Le mot de la fin, c'est un peu un piège, parce que vous savez comment ça se passe. Hein, les personnes qui parlent en dernier, c'est ceux qui ont le moins à dire, en fait, en gros. Mais j'ai la chance de représenter le Fonds citoyen franco-allemand qui soutient justement cet événement. Donc, Fonds citoyen, on est là pour permettre à des initiatives citoyennes françaises et allemandes de se connecter, d'échanger. On est là aussi pour apporter de la reconnaissance à la société civile. On a parlé de reconnaissance, donc j'en parle aussi. D'autant plus dans des moments particulièrement durs qu'on a vécu où l'individu, les hommes et les femmes ont besoin finalement de se connecter, de créer des liens. Et on est ravis de pouvoir aussi apporter des financements à des initiatives concrètes, hein, comme Concept Lab, qui a organisé tout ça. Pardon, parce que c'est tellement créatif. Positive Lab avec l'Institut français de Berlin. Et donc, vous parliez aussi de la manière de se rencontrer en réseau. Moi, je dis c'est génial, puisque le Fonds citoyen franco-allemand, c'est justement cette possibilité de recevoir des financements pour avoir et pour mener des projets et qui permet justement d'arriver à des réflexions qui nous amènent à décentrer notre pensée. Enfin, pour moi, c'est hyper intéressant, parce qu'on parle aussi dans l'écoféminisme d'un projet un peu à dimension intégrale. On a parlé aussi de politique, mais la politique au sens noble du terme. Hein, c'est mon implication dans la cité, qu'est-ce que j'ai comme action concrète au niveau local. Et ce qu'on dit au Fonds citoyen, c'est par de petits projets qu'on fait de grandes choses. Alors c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Je vais avoir une dernière information qu'on aimerait bien partager avant de se quitter, parce qu'on a parlé ce soir d'initiatives citoyennes. Et si chez vous, vous voulez aussi donner votre avis sur l'avenir des relations franco-allemandes, sur l'avenir de l'économie, l'éducation, l'innovation, la transformation écologique, eh bien, vous pouvez participer à une grande consultation citoyenne pour la jeunesse franco-allemande. Elle a été lancée par une association qui s'appelle les Voix franco-allemandes de la jeunesse, Deutsche Französische Stimme der Jugend. Et c'est un projet mené par une cinquantaine de personnes entrepreneuses, étudiantes, jeunes actives, afin de connaître les visions des jeunes Allemandes et Allemands, jeunes Français et Françaises, sur les actions à imaginer et à mener ensemble. Le questionnaire est en ligne jusqu'à fin juillet. La restitution aura lieu à la rentrée de septembre. On vous met le lien dans le commentaire et on vous invite à y participer. Voilà, on espère vous avoir donné envie de rêver, envie de réaliser vos visions. Le prochain événement pour le Positive Lab, ce sera le 24 juin. On vous souhaite une très très belle soirée.